Avec mon serre-tête, on dirait pas Blair Waldorf version Rabzo, Mariam Waldorf, Fatima Waldorf. Ses cheveux sont beaucoup trop imposants. C'est parti pour un petit bilan lecture. Alors je tiens juste à vous avertir, ça va pas être un bilan lecture super fun, parce que ça va être principalement des livres que j'ai lus pour les cours, mais qui peuvent vous intéresser parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos et qui sont intéressées par des choses assez théoriques, etc. Donc ne vous attendez absolument pas à avoir des choses de young adulte, science-fiction, non. Voilà, on va être sur des trucs plus ou moins sérieux et on va commencer avec Nadja de André Breton. Alors en fait ce semestre j'avais eu un cours sur l'avant-garde, le mouvement de l'avant-garde avec le surréalisme, etc. Et donc du coup dans le mouvement du surréalisme, André Breton se positionne comme le précurseur, le pape du surréalisme. Il a d'ailleurs écrit le manifeste du surréalisme. C'est difficile de parler de ce livre, en fait en gros c'est l'histoire d'un mec qui veut parler de lui, mais qui va prendre une femme comme prétexte pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir être légitime de parler de lui, vous voyez? Donc finalement, ce monsieur-là nous fait croire qu'on va parler de Nadja, quand en vérité, Nadja ne va être qu'un miroir identitaire. Désolée, j'ai dû écrire un article en fait sur un devoir sur ce livre, et donc du coup, je l'ai analysé en long, en large et en travers. En plus sérieusement, en fait, le livre est divisé en 3 parties. C'est écrit à la première personne. Et en fait, la première partie, c'est genre une sorte d'introspection du narrateur. Qui suis-je? Où vais-je? Dans telle étagère? Bail comme ça. Deuxième partie, le narrateur rencontre une femme insaisissable, difficile à décrire, vraiment qui est libre, etc. Qui fait l'objet d'une sorte de recherche surréaliste de la part du narrateur. Et troisième partie, ce qui va se passer après la rencontre avec cette femme. Alors en soi, je peux pas dire que j'ai aimé ce livre, j'ai pas particulièrement aimé le livre, surtout qu'on a une narration qui est très spéciale, on est vraiment sur une sorte d'écriture automatique qui était encore une fois un des moyens littéraires, un des outils littéraires très utilisés par les surréalistes, les artistes surréalistes en général. C'est une sorte de flot de pensée constante. C'est un peu difficile à suivre, c'est pas très bien structuré, mais on comprend l'histoire quand même principale. Donc en fait, le livre en soi ne m'a pas plu. Maintenant, je suis quand même très contente d'avoir eu l'occasion de lire du André Breton parce que on le voit absolument partout. Il fait partie de notre héritage littéraire français, en tout cas du XXe siècle. Et même si on a des genres littéraires de prédilection, pour moi ça reste quand même important de s'intéresser à tout et de connaître un petit peu ce qui a pu se faire au cours des années. Et au-delà de ça, ça reste un livre qui est très ancré dans son temps et qui est très aussi révélateur de ce qui se faisait à l'époque. Il faut savoir que les surréalistes étaient extrêmement attachés aux théories de Freud, donc ça en dit aussi long sur la manière dont ils considéraient les femmes, n'est-ce pas? Et c'est ça justement qui est important, c'est de pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui pouvait se faire à l'époque et de le lire avec un esprit critique. Et c'est aussi un livre qui incorpore pas mal d'images, donc c'est une expérience de lecture qui est assez particulière. Et je vous le conseille si vous voulez vraiment découvrir le surréalisme et que vous voulez découvrir André Breton. Maintenant, vous attendez pas à une histoire de ouf avec des sorcières, des pirates, voilà quoi. Alors après ça, toujours dans la bonne ambiance, toujours dans la joie et la bonne humeur, je me suis procuré et donc j'ai lu Peau noire, masque blanc de France Fanon. C'était pour un cours que j'avais sur l'Atlantique française et donc du coup la colonisation qui a eu lieu en Atlantique, notamment au XVIIe, XVIIIe siècle, voilà. Et dans le but d'écrire un article sur les femmes noires esclaves domestiques dans un contexte blanc colonial, je me suis procuré ce livre et même au-delà de ça, j'avais envie de lire du France Fanon parce que je l'ai déjà mentionné dans une de mes anciennes vidéos Book Haul. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. France Fanon, c'est un des piliers de la littérature théorique post-coloniale. Et dans ce livre, justement, il va parler du rapport entre les noirs et les blancs, du fait d'être une personne de couleur dans un milieu blanc, du rapport avec son corps, du rapport avec son rapport avec soi, la construction de soi lorsqu'on est en milieu colonial, l'oppression intériorisée qu'on peut ressentir, etc. Et ça a été effectivement très riche, c'est une lecture qui n'est pas du tout facile à faire,
mais qui est essentiel si vous vous intéressez au post-colonialisme ou même au colonialisme. Je pense que ça peut être assez pertinent. Maintenant, et là attention, hérésie la plus totale, Frantz Fanon est loué et vraiment a raison. Enfin, ce qu'il a écrit, c'est absolument génial. Maintenant, il faut quand même se dire que le mec était, je crois qu'il était psychiatre, il parle aussi un peu de Freud, et à un moment donné, il parle des femmes. Et c'est là où ça a été la limite pour moi, où je me suis dit, ok, tu sais de quoi tu parles, c'est excellent, c'est très bon. Par contre, quand il s'agit des femmes, laisse les pros en parler. Clairement, pour vous donner une idée, il entretient vraiment le mythe du fantasme du viol. Et ça m'a dérangé énormément. Il le fait au moins à 2 reprises. Il explique en fait que les femmes blanches rêvent de se faire violer par les hommes noirs. Et donc du coup elles en ont peur, mais d'un autre côté elles sont aussi fascinées par eux et elles les sexualisent et elles aimeraient être violées par eux. Et non, non, à aucun moment en fait, à aucun moment, peu importe la couleur de peau, peu importe le contexte, non, le fantasme du viol, je suis pas d'accord. C'est pas parce que le mec est un monument de la littérature post-coloniale qu'il a raison sur toute la ligne. Et entretenir le fantasme du viol, c'est tellement néfaste. Enfin voilà, donc en tout cas, je suis très contente de l'avoir lu. Je peux pas passer à côté de ce livre, surtout dans mes études. Enfin, le post-colonialisme, c'est le gros sujet de mes études universitaires. Mais, encore une fois, c'est important de lire ce genre de livre avec un esprit critique. Il a été très engagé dans la révolution algérienne, donc on l'adore pour ça, King. Mais sur d'autres trucs, c'est un terrain un peu marécageux, on va dire ça comme ça. Les 2 autres livres dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pour le même cours, en fait, le même cours pour lequel j'ai utilisé ce livre-là, puisqu'en fait j'avais décidé d'en faire mon corpus principal, de comparer et contraster ces 2 œuvres-là. Et c'est des romans que peut-être vous avez déjà lus ou que vous souhaitez lire, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Le premier livre, il s'agit de Ourika de Claire de Duras, qui est un vieux livre, je crois qu'il a été publié au 19e siècle. Oui c'est ça, il a été publié en 1823 par donc Claire de Duras, une femme blanche qui faisait partie un peu de la bourgeoisie, si ce n'est de la noblesse à l'époque. Et en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle donc Ourika et qui est ramenée du Sénégal alors qu'elle n'est âgée que de 2-3 ans par justement le gouverneur du Sénégal qui la ramène en France et qui l'offre en cadeau à une famille. Voilà. Oui, elle a été offerte en cadeau et en fait l'histoire encore une fois est écrite à la première personne et on va suivre justement sa vie au sein de cette famille, son évolution, comment ces personnes-là la traitent. Alors, ils la traitent comme une petite princesse, ou devrais-je dire comme un petit chien. Voilà, c'est vraiment une fille qui est montrée, qui est mise en scène. C'est un spectacle que la famille aime à montrer à ses invités. Et en fait, en grandissant, étant donné que Ourika est entourée de personnes uniquement blanches, Ourika va avoir un moment dans sa vie où elle va prendre conscience soudainement de sa couleur de peau. Et elle va aussi prendre conscience de ce que cela implique dans la société dans laquelle elle se trouve et des limitations auxquelles elle va être sujette. Alors c'est une histoire super courte, hein, ça fait peut-être 50 pages et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu à lire ce livre lorsqu'ils étaient au collège et au lycée et je sais pas du tout comment c'est abordé en France. Je pense que c'est un livre qui doit être loué puisque dans la plupart de la littérature critique, c'est-à-dire des articles qui ont été écrits à propos de ce livre, on dit que c'est un chef-d'œuvre, que l'auteur était très en avance sur son temps, etc. D'un point de vue littéraire, clairement, on part sur quelque chose de très novateur, en tout cas pour l'époque, surtout que l'autrice se positionnait en tant qu'anti-esclavagiste, en théorie. Sauf que quand vous faites des petites recherches historiques, que vous lisez des articles à propos de l'autrice, à propos de son contexte familial, vous vous rendez compte que Claire de Duras est née dans une famille noble, bourgeoise, je sais plus exactement, mais en tout cas riche, et dont les richesses provenaient principalement de la traite négrière de l'époque. Voilà, et d'ailleurs c'est parce que sa famille avait des parts au Sénégal et la traite d'esclaves qui se passait là-bas qu'elle a eu accès à certaines informations.
que du coup elle a transformé en histoire. D'ailleurs Ulrika a réellement existé, qui d'ailleurs est morte très très jeune. Pour des raisons, ça je vous laisserai découvrir tout ça dans le livre et tirer vos propres conclusions. Mais en tout cas voilà, encore une fois, je pense que le plus intéressant dans tous les livres que je vous présente là, c'est réellement de prendre du recul et de pas genre plonger dans l'histoire et se dire waouh mon dieu, fantastique, merveilleux, ce que la personne est en train d'écrire et tout. Et juste contextualiser tout ça. Mais je sais pas si vous l'avez lu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire. Si vous l'avez étudié en classe, j'aimerais beaucoup savoir comment ça a été fait et comment l'œuvre a été présentée, même si j'ai ma petite idée là-dessus. Et de toute façon tous les livres que je vous présente, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de les lire, si vous les avez déjà lus. Mais en tout cas voilà pour Ulrika. Et l'autre livre que j'ai utilisé pour pouvoir comparer justement et étudier ce que je voulais étudier, c'est Moi Tituba, sorcière noire de Salem de Maryse Condé, que je n'ai pas avec moi puisque je l'ai rendu à la bibliothèque. Et je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo sur mes meilleures lectures de 2020. Mais une perle, oh mon dieu, c'était excellent. En fait, la raison pour laquelle j'avais mis ces deux livres-là ensemble dans mon article, c'est parce que dans les deux histoires, on a une héroïne noire, esclave, qui évolue dans un milieu colonial blanc. Et moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'était justement d'étudier la construction du soi lorsqu'on est une personne, une femme noire dans un contexte colonial blanc. Et l'histoire de Maryse Condé, justement, c'est aussi un livre à la fois historique et à la fois fictif. Puisque Tituba a réellement existé, c'est une femme, alors à la base c'est une amérindienne, mais dans le livre de Maryse Condé, il me semble qu'elle est décrite comme une femme noire, en tout cas une personne de couleur. Elle a été emmenée aux États-Unis, elle a été au service du révérend Samuel Parris. Cet homme est exécrable, il la maltraite, il la violente, psychologiquement, moralement, physiquement, etc. Ils s'installent d'abord à Boston, ils vont ensuite déménager à Salem village et on sait tous ce qui se passe à Salem à la fin du XVIIe siècle. Et donc en fait Tituba, c'est un peu le point de départ du procès des sorcières de Salem, puisque maintenant on le sait, hein, c'était un groupe de jeunes filles qui avaient prétendu une sorte d'hystérie collective et qui avaient accusé justement Tituba de pratiquer la sorcellerie. Et ça a été, voilà, c'est avec elle que tout s'est déclenché. Il y a d'autres femmes qui ont été accusées, etc. Mais étant donné que Tituba était une personne de couleur, qu'elle est arrivée dans un petit village et que qui dit petit village dit peu de personnes de couleur et que en plus à l'époque on associait les personnes noires aux démons, au diable, ça a été un livre incroyable, ça a été une superbe expérience de lecture. J'ai adoré découvrir la plume de Maryse Condé. En fait, c'est pas une écriture qui est compliquée, c'est très simple à lire, ça se lit d'ailleurs très vite, il me semble que je l'ai lu en 2-3 jours, mais c'est super poétique, ça a été un plaisir de la lire et de découvrir le destin de Tituba et aussi d'en apprendre plus sur cette période historique, parce que je connaissais bien sûr l'histoire des sorcières de Salem et du procès des sorcières de Salem. Je ne connaissais pas, j'avais pas tous les tenants et les aboutissants, et c'est ça que j'ai apprécié dans ce livre, c'est vraiment découvrir un peu plus ce moment historique assez important, en tout cas dans le féminisme. Et ce que j'ai aimé aussi, c'était vraiment l'intention derrière la rédaction de ce roman, puisque Tituba, on a un peu perdu sa trace. Après le procès, on ne sait pas trop ce qui est advenu de cette femme-là. Maryse Condé va justement lui redonner une voix, va vraiment lui faire une sorte d'hommage dans ce livre et va lui donner une fin. Clairement, ce ne sera pas le dernier livre que je lirai de Maryse Condé, parce que c'était vraiment... En fait, c'était tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire c'était une belle expérience de lecture, c'était un bon moment de lecture, et à la fois j'ai appris beaucoup de choses. Donc que demande le peuple finalement? Et donc voilà les 4 livres dont j'avais envie de vous parler. Ce sera certainement le dernier bilan lecture de cette année d'ailleurs. J'espère que ça aura pu vous intéresser quand même, même si c'était des thématiques assez lourdes ou alors un peu plus sérieuses que d'habitude. De toute façon, moi comme d'habitude, je vous dis merci. Merci beaucoup pour les personnes qui vont commenter, qui vont interagir avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.